important. Nous allons corriger l'exercice proposé aux élèves qui ont choisi la spécialité mathématique pendant l'année 2015, c'est-à-dire l'année dernière, en 2015. Je vous lis le début du texte. On considère l'équation E à résoudre dans Z. 7x moins 5y égale 1. Premièrement, vérifier que le couple 3, 4 est solution de E. Deuxièmement, montrer que le couple d'entiers xy est solution de E si, et seulement si, ça veut dire avec la réciproque, 7 fois x moins 3 égale 5 fois y moins 4. Troisièmement, montrer que les solutions entières de l'équation E sont exactement les couples xy d'entiers relatifs tels que x égale 5k plus 3, y égale 7k plus 4. Voilà, c'est pour aider les candidats au début. Voilà donc le texte, le début que je vais expliquer maintenant. Alors, l'équation E s'écrit 7x moins 5y égale 1. On vous donne un couple solution. Parfois, on vous demande vous-même de trouver ce couple. Alors, on nous donne x égale 3, y égale 4. Faisons la preuve. 7 fois 3, 21. Moins 5 fois 4, 20. 21 moins 20, ça fait 1. Voilà. Alors maintenant, nous allons soustraire membre à membre. 7 fois en facteur, 7 fois x moins 3 moins 5 fois y moins 4 égale 1 moins 1, ça fait 0. Donc 7 fois x moins 3 égale 5 fois y moins 4. C'est ce qu'on nous demandait d'établir. Donc à partir de cette équation, nous avons trouvé cette relation. Maintenant, quand on dit si et seulement si, ça veut dire qu'il faut établir la réciproque. Alors, réciproquement, on nous donne cette relation, il faut remonter à la source. Alors, on nous donne 7 fois x moins 3 égale 5 fois y moins 4. On développe 7x moins 21 égale 5y moins 20. C'est-à-dire 7x moins 5y égale 21 moins 20, c'est-à-dire 1. Donc, réciproquement, à partir de cette égalité, nous avons retrouvé l'équation proposée. Alors, maintenant, partie petit c, montrer que les solutions entières sont celles-là. Il faut prouver que x et y sont donnés par ces réponses. On va se servir du théorème de Gauss. Que dit-il? Regardez ici. Théorème de Gauss dans Z. Si le nombre A est un diviseur de BC et si A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire si leur PGCD est égal à 1, alors A divise C. Je recommence. Lorsqu'un nombre divise deux autres, lorsqu'un nombre divise le produit de deux autres, s'il est premier avec l'un, alors il divise l'autre. On s'en sert tout de suite. Alors, nous avons établi que 7 fois x moins 3 égale 5 fois y moins 4. Le nombre 7 divise ce produit. Mais 7 et 5 sont premiers entre eux. Donc, 7 est un diviseur de y moins 4. Voilà, 7 divise y moins 4. Inversement, ça veut dire que y moins 4 est un multiple de 7. Comment l'écrire? Voilà, y moins 4 égale un multiple de 7 où k appartient à z. Que vaut alors y? On déplace 4, y égale
7K plus 4. On procède de la même manière pour trouver X. Je reprends cette formule. 5 fois Y moins 4 égale 7 fois X moins 3. Donc, 5 divise le produit 7 fois X moins 3. Mais 5 et 7 sont premiers entre eux. Donc 5 divise X moins 3. 5 divise X moins 3. Ça veut dire que X moins 3 est un multiple de 5. Donc X moins 3 s'écrit 5 fois K, où K appartient à Z, bien sûr. Donc X égale quoi? X égale 5K plus 3. Qu'avons-nous trouvé? Eh bien, la réponse qu'on nous avait proposée. On a trouvé donc dans Z, voilà le couple solution où X égale 5K plus 3, Y égale 7K plus 4. Bien sûr, on aurait pu écrire la réponse S égale le couple X, Y, vous voyez, X, Y, tel que X égale 5K plus 3, Y égale 7K plus 4, où K appartient à Z. Voilà comment on aurait pu écrire la réponse. Voici quelques exemples. Prenons K dans Z, quelques exemples qui vont servir à la fin de l'exercice, bien sûr. Alors, j'ai choisi K égale moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on en fait? On va les reporter ici. Si K vaut moins 2, X vaut moins 10 plus 3, ça fait moins 7. Y, K vaut moins 2, ça fait moins 14 plus 4, ça fait moins 10. Voilà un couple solution. Après, K égale moins 1. Que vaut X? Moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Que vaut Y? Moins 7 plus 4, ça fait moins 3. Encore. K égale 0. Si K vaut 0, X vaut 3, Y vaut 4. C'est l'exemple qu'on nous avait proposé au début. Pour K égale 1, X égale 5 plus 3, ça fait 8. Y égale 7 plus 4, ça fait 11. Encore. Parce que ça va servir tout à l'heure. Pour 2, pour K égale 2, X égale 10 plus 3, ça fait 13. Y égale 14 plus 4, ça fait 18. Allez, encore un pour nous entraîner. K égale 3. X égale 15 plus 3, ça fait 18. Y égale 21 plus 4, ça fait 25. Voilà, on s'est rassasié d'exemples. Et je vous dis, ce petit tableau, je ne vais pas l'effacer parce qu'il va servir pour la suite du problème. Alors, je vous quitte un petit instant pour effacer le tableau et pouvoir continuer. Bien, alors la suite de l'exercice, voilà, je suis prêt. Je vous lis. Deuxième question du même problème. Une boîte contient 25 jetons, des rouges, des verts et des blancs. Sur les 25 jetons, il y en a X qui sont rouges et Y qui sont verts. Sachant que 7X moins 5Y égale 1, quels peuvent être les nombres de jetons rouges, verts et blancs? Bien. Dans la suite, on supposera X égale 3 rouges et Y égale 4 verts. Bon, eh bien, je vais faire cette question tout de suite. Nous avons vu tout à l'heure que lorsque K prend ses valeurs, voici le nombre X, Y du nombre de jetons. Déjà, je supprime les tableaux où les nombres de jetons sont négatifs. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Alors, ici, c'est X, Y. X, c'est les jetons rouges, Y, les jetons verts. En tout, il y en a 25. Dans les 25, il y a 3 qui sont rouges, 4 qui sont verts. Ça fait 7.
jetons. En tout, il y en a 25. Donc, il reste 18 blancs. 18 jetons blancs. Alors, je reprends. X vaut 3. 3 jetons rouges. Y vaut 4. 4 jetons verts. Et comme en tout, il y en a 25, eh bien, 3 et 4, ça fait 7. Pour compléter à 25, il y a donc 18 jetons blancs. Allez, ici, il y a 8 jetons rouges, 11 jetons verts. 8 et 11, ça fait 19. Pour compléter à 25, donc il y en a 6 qui sont blancs. Donc ici, il y a 8 rouges, il y a 11 verts, et les blancs, il y en a, on a dit 6. Voilà, 6 jetons blancs. Et ici, au secours, attention, ici, le calcul général nous a donné x égale 13, y égale 18. Mais maintenant, x, vous voyez, c'est le nombre de jetons rouges qu'il y a dans la boîte, et 18, c'est le nombre de jetons verts qui sont dans la boîte. Mais x plus y, regardez ici, ça fait 31. Or, rien, on ne peut pas voir dans 25 jetons en tout 31 rouges et verts. Donc, le problème ici est impossible. Et ici aussi, bien sûr. Finalement, nous avons dans cette question, ces deux possibilités sont normales. 3 jetons rouges, 4 jetons verts, ça fait 7, et il en reste 18 blancs. Ici, on peut avoir 8 jetons rouges dans la boîte, 11 jetons verts, ça fait 19. Pour arriver à 25, ça fait donc 6 jetons blancs. Mais la personne qui a créé ce problème a dit, voilà, dans la suite, on supposera x égale 3, y égale 4. Alors, 3 jetons rouges, 4 jetons verts, ça fait 7. Pour arriver à 25, ça fait 18 jetons blancs. Allez, la suite. On considère la marche, ça veut dire le déplacement, aléatoire, ça veut dire qu'on ne connaît pas à l'avance la réponse. Comme quand on jette un dé, vous voyez, sur une table, lorsque le dé s'arrête, on ne sait pas à l'avance quel est le numéro de la face que va porter le dé. Alors on dit c'est un événement aléatoire. On considère la marche aléatoire d'un pion. Voilà le dessin d'un pion. Voilà, c'est un disque. Voilà. Donc, maintenant on dispose d'un pion et le pion va se déplacer sur les 3 sommets. D'après quelles conditions? Alors, à chaque étape du jeu, chaque fois qu'on tire un jeton de la boîte, il sera ou bien rouge, ou bien vert, ou bien blanc. Les jetons qui sont dans la boîte. Alors, quelle est l'épreuve? Eh bien voilà, on tire au hasard un des jetons parmi les 25. Donc, à un certain moment, c'est une épreuve numérotée N, et on tire un jeton. Le pion, lui, peut se trouver, au moment où on tire un jeton, ou bien sur A, ou bien sur B, ou bien sur C. Bon, alors voici les conditions. Lorsque le pion est en A, si le jeton tiré est rouge, le pion va en B. Alors, regardez ici, quelles sont les probabilités pour que le jeton tiré soit rouge? 3 sur 25. On en tire un, on le remet dans la boîte, donc on reprend la même épreuve. On le remet dans la boîte. Si le jeton est vert, quelle est la probabilité pour qu'il soit vert? On a 4 verts parmi 25, donc la probabilité que le jeton tiré soit vert, c'est 4 sur 25. Le texte nous donne le résultat,
3 sur 25 c'est 0,12, 4 sur 25 c'est 0,16. Et maintenant, quelle est la probabilité pour que le jeton tiré au hasard soit blanc? Eh bien, il y a 18 blancs, donc la probabilité pour que, si on tire un d'entre eux soit blanc, c'est 18 sur 25, c'est-à-dire 0,72. Alors, une dernière fois, je reprends. On considère la marche aléatoire d'un pion sur un triangle ABC. Donc c'est un objet que l'on va placer d'après le tirage, ou bien sur A, ou bien sur B, ou bien sur C. Et voici les conditions. Si le pion est posé sur A, on tire un jeton. Si le jeton tiré est rouge, le pion va en B. Alors, sur ce dessin, c'est très facile. On suppose que le pion, voilà, notre pion, le voilà, on suppose qu'il est en A, et on tire un jeton. Si le jeton est rouge, on place le pion sur B. Mais à quelle condition il va être rouge? Eh bien, 3 sur 25. Donc, à partir de A, si la probabilité de 3 sur 25, le pion vient sur B. Voilà. Après, on est au sommet A. Le pion est au sommet A. On tire un jeton. Si jamais il est vert, avec la probabilité 4 sur 25, alors on dépose le jeton au point C. Et si le jeton tiré est blanc avec la probabilité 18 sur 25, le texte nous dit, eh bien, le jeton reste sur A. Donc voilà une boucle pour dire que le jeton parti de A revient sur A, d'après la probabilité 18 sur 25. Allez, ensemble, on reprend encore. Nous disposons d'un pion qui va se déplacer sur le sommet A, ou bien B, ou bien C, d'après les conditions du problème. Voici ces conditions. On suppose que le pion est au sommet A, et on tire un jeton. S'il est rouge, on place le jeton en B. Ça veut dire que la probabilité pour déplacer le jeton de A en B, c'est 3 sur 25, parce qu'il est rouge. Si le jeton tiré de la boîte est vert, alors on prend le jeton de A et on le place sur C. Avec quelle probabilité qu'il soit vert? 4 sur 25. Et si le jeton étant, le pion étant sur A, on tire un jeton blanc avec la probabilité 18 sur 25, on laisse le pion sur A. Avec quelle probabilité? 18 sur 25. Et maintenant, regardez ce dessin. Inutile de lire. Le jeton, pardon, le pion est en B. Bien. Si on tire un jeton rouge, eh bien, on le remet sur A avec la probabilité 3 sur 25. Après, le jeton est placé au point B. Et si on tire un vert avec la probabilité 4 sur 25, eh bien, le pion, on le déplace en C. Donc, avec la probabilité 4 sur 25. Et si le jeton est blanc, avec la probabilité 18 sur 25, on le laisse au point B. Il ne bouge pas. Comme ici. Allez, encore. Le pion est placé au point C. On tire un jeton. S'il est rouge, on le place sur A. Ah ouais, mais il est rouge. Avec quelle probabilité? 3 sur 25. Donc, on le déplace de C en A avec la probabilité 3 sur 25. Encore, le pion est sur C et on tire un jeton. S'il est vert avec la probabilité 4 sur 25, on déplace le pion sur B avec, vous voyez, 4 sur 25. Encore, le pion est placé sur C. On tire un jeton. Et s'il est blanc, qu'est-ce qui se passe? Ah, il sera blanc avec la probabilité 18 sur 25. Et le texte nous dit, eh bien, le pion, on le laisse au point C. Voilà pourquoi j'ai dessiné ici une boucle pour dire que le pion va rester sur C. Donc, ce tableau, vous voyez, ce dessin nous explique tous les cas. Et
vous remarquez que la somme des probabilités est égale à 1. 0,12 et 0,16, ça fait 0,28, plus 0,72, ça fait 1. Bien sûr, parce que à chaque fois, nous avons établi les trois possibilités. Donc, la somme des probabilités est égale à 1. Maintenant, on considère, alors la suite. Au départ, le pion est sur le sommet A. Pour tout entier naturel n, on note AN, BN et CN les probabilités que le pion soit respectivement sur A, sur B ou sur C. Donc, bien sûr, nous avons AN plus BN plus CN égale 1. Bien, et cette disposition correspond à une matrice appelée Xn. Donc, Xn, voilà, c'est la matrice ligne qui nous donne, vous voyez, les probabilités pour que le pion soit sur le sommet A, la probabilité B pour que le pion soit sur le sommet B, et petit c, la probabilité pour que le pion soit sur le sommet C à un moment donné. Avec A plus B plus C égale 1. Mais, attention à cette phrase. Au départ, ça veut dire pour n égale 0, pour ce n égale 0, le pion est sur A. Alors, on est certain qu'il est sur A. Donc, A, la certitude, c'est la probabilité égale à 1. Et puisqu'on est sûr au départ que le pion est sur A, il n'est pas sur B, on est sûr, il n'est pas sur C. Donc, ces probabilités, qu'il soit sur B ou C, est égale à 0. Puisqu'on est sûr que le pion est sur A. Donc, quelle est la matrice X0 au départ des probabilités? On aura 1, 0 et 0. Et voilà la matrice au départ qu'on appelle X0. Autrement, à un certain moment, lorsque l'étape a pour numéro n, les probabilités sont AN, BN et CN pour que, respectivement, le pion soit sur le sommet A, sommet B ou sommet C, avec la somme égale à 1. Bien, on considère la matrice qui est là, 0,72. Moi, je vais la remplacer tout à l'heure par 18 sur 25. Je préfère travailler avec des fractions. 0,12. Je vais remplacer par 3 sur 25. 0,16. 4 sur 25, etc., etc. Alors, cette matrice, on l'appelle la matrice T. Je pense que c'est la première lettre du mot matrice de transition. On l'appelle T. Alors, donner la matrice X0, on l'a dit tout à l'heure. X0, c'est la matrice 1, 0, 0. La matrice ligne 1, 0, 0. Parce que on dit le pion est sur A, et c'est tout. Donc il n'est pas sur B, il n'est pas sur C. Ça fait 1, 0, 0. Et on considère la matrice des probabilités xn plus 1 égale xn fois t. Voilà le voilà. Alors montrer que la matrice des probabilités à l'étape n plus 1 est égale à la matrice des probabilités à l'étape n que multiplie la matrice de transition t. Bien. Montrer que c'est égal. Alors, on va calculer à part xn plus 1, on va calculer à part xn t, et on va montrer que c'est la même chose. D'accord. Pour calculer x à l'étape n plus 1, on se sert, vous voyez, d'un arbre pondéré. 11. Alors, à l'étape n, la probabilité pour que le pion soit sur A, c'est AN. À l'étape n, la probabilité pour que le pion soit sur le sommet B, c'est Bn. À l'étape n,
la probabilité pour que le pion soit sur le sommet C, c'est Cn. D'accord. Et maintenant, on va encore jouer. Donc, on aura l'étape n plus 1. Donc, après le sommet A, après le sommet B, après le sommet C, où va se trouver le pion? Eh bien, il peut rester sur A, il peut rester sur B, ou il peut rester sur A, ou il peut être déplacé en B, ou déplacé en C. Et nous avons vu que A, le pion posé sur A, reste sur A avec la probabilité 0,72, c'est-à-dire 18 sur 25. Après, le pion est sur A. Pour qu'il se retrouve en B, c'est avec la probabilité 0,12, c'est-à-dire 3 sur 25. Après, à l'étape N, le pion est sur A. Pour qu'il se retrouve sur C, c'est avec la probabilité 4 sur 25. Encore. Maintenant, nous sommes en B, avec la probabilité dn. L'étape suivante. Alors, B peut être déplacé en A, B peut rester en B, ou B peut aller en C. Avec quelle probabilité? B est déplacé en A si le jeton est rouge. Donc, regardez, B est déplacé en A avec la probabilité 3 sur 25. B reste sur B si le jeton tiré est blanc avec la probabilité 18 sur 25. B est déplacé en C. Le pion placé en B sera déplacé en C si le jeton tiré est vert avec la probabilité 4 sur 25. Donc regardez, B va se retrouver sur C avec la probabilité 4 sur 25. Encore, patience. À l'étape N, le pion est posé sur le sommet C. Voilà. Avec quelle probabilité va-t-il être déplacé en A, déplacé en B ou rester en C? Eh bien, on le sait. Voilà. C va être déplacé en A avec la probabilité 4 sur 25. Non, 3 sur 25. Voilà. C va se retrouver en B avec la probabilité 4 sur 25. Et C va rester en C sur la boucle avec la probabilité 18 sur 25. Et maintenant, quelles sont les probabilités finales à l'étape n plus 1? On veut que, finalement, le pion se retrouve sur A. Ah, mais il y a 3 circuits pour qu'il arrive sur A. Regardez mes doigts. Il y a ce circuit, ou bien on peut prendre ce circuit, ou bien il peut se retrouver en A à travers ce circuit. Donc nous avons 3 issues. 1, 2 et 3 qui nous amènent finalement le pion sur A. Alors, donc, à l'étape suivante, n plus 1, quelle est la probabilité pour que le pion soit sur A? Alors, nous allons trouver la matrice xn plus 1. Je l'écris xn plus 1. C'est la matrice qui nous donne les probabilités pour que le pion soit sur le sommet A. Donc cette probabilité, je l'écris A n plus 1. Ou bien que le pion se retrouve sur le sommet B avec la probabilité B n plus 1. Ou bien que le pion se retrouve sur le sommet C avec la probabilité Cn plus 1, la somme des 3 étant égale à 1. Bien, grâce, vous voyez, à l'arbre pondéré, nous allons calculer les probabilités pour que finalement, à l'étape n plus 1, le pion se trouve sur A. Mais alors, il a 3 circuits pour se retrouver sur A. Voilà un premier circuit, voilà un deuxième, et voilà un troisième. À chaque fois, on obtient la probabilité en multipliant, vous voyez, les probabilités de chaque circuit, de chaque arête. Ça veut dire que, à quoi est égal à n plus 1? Eh bien, on va faire la somme des probabilités pour que le pion se retrouve sur A. Il y a 3 probabilités. Allons-y. Ça fait AN
que multiplie 18 sur 25. Plus. Parce que le ou est traduit par plus. Plus. Bn que multiplie 3 sur 25. Le voilà. Et on peut encore avoir ce chemin. Ça fait Cn que multiplie